Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est cette tension entre la standardisation et la personnalisation, dont je vais vous parler de mon point de vue d'acteur de terrain impliqué à la consultation de la douleur chronique, qui est, je pense, une activité clinique qui interroge beaucoup en fait les pratiques médicales et les modèles médicaux. Et c'est une question de la tension entre la standardisation et la personnalisation qui génère souvent des réactions très contrastées. Pour certains, la standardisation est assimilée à un totalitarisme, et pour d'autres, c'est par contre la liberté qui se résume à l'anarchie. Alors comment dépasser ce discours extrême? Peut-être en réfléchissant aux enjeux qui sont sous-jacents à cette question de la standardisation des soins en général et des dossiers médicaux en particulier. Alors sur le plan clinique et économique d'abord, il est clair que ce que nous attendons et ce que nous sommes, je pense, tout à fait en droit d'attendre, parce que c'est possible d'un dossier informatisé, c'est qu'il nous aide à améliorer la qualité des soins, notre core business. Réfléchir à l'installation d'un nouveau système de dossier médical, c'est aussi l'occasion de réfléchir à nos pratiques, à la manière dont nous fonctionnons et de vérifier si peut-être nos processus à nous pourraient être améliorés. Un dossier bien conçu doit bien sûr faciliter la communication entre les soignants et donc améliorer la prise en charge du patient. La fonction notamment de base de données d'un dossier médical informatisé bien conduit est un outil extrêmement précieux de recherche. Parmi les patients que j'ai reçus en 2012, combien avaient-tel type de pathologie, combien avaient tel type de problème? Ça me permet de mieux décrire mon activité et donc également de mieux adapter peut-être les ressources dont je dispose aux besoins. Le but étant peut-être de mieux contrôler les dépenses, et j'ai mis contrôler plutôt que réduire, parce qu'effectivement, il n'est pas certain que ça permette de gagner de l'argent, mais certainement d'améliorer la qualité des soins. Non, il y a peut-être d'autres enjeux que ceux-ci qu'on invoque habituellement quand on parle de standardisation ou de dossiers informatisés. Il faut rappeler que la standardisation, elle est sous-tendue par une conception particulière de ce que c'est que l'être humain, de ce que c'est que la santé ou la maladie, et donc elle est sous-tendue par une certaine philosophie de l'homme, une anthropologie. Et par ailleurs, elle est également sous-tendue par un certain modèle scientifique, et donc elle fait appel à des questions épistémologiques. Très bref rappel historique, la science occidentale, quel que soit le domaine considéré, s'est construite notamment au départ de travail des cosmologistes, de Galilée à Newton notamment, qui ont commencé à décrire et à montrer qu'on pouvait calculer les mouvements des planètes. Le monde fonctionne comme une horloge. La même cause donne toujours le même effet. Si la pomme se détache de l'arbre, elle va tomber vers le sol et non pas s'envoler vers le ciel. Les lois mathématiques qui gouvernent le fonctionnement du monde peuvent être élucidées par la raison, et ces lois mathématiques ne font appel qu'à un petit nombre de paramètres, c'est le réductionnisme. La chute de la pomme vers la terre va dépendre de la masse de la pomme, de la masse de la terre, mais pas de la couleur ou du goût de la pomme. On comprend donc que la science occidentale classique, quel que soit le domaine d'application, a fait le lit de la standardisation telle qu'on la connaît, notamment dans cette réduction du réel à quelques paramètres. Qu'en est-il au niveau médical? Le modèle médical qui reste le modèle dominant actuellement, c'est le modèle biomédical, dans lequel l'âme et le corps sont considérés comme étant séparés, le corps étant une machine réparable, et la santé, de même, est déterminée par quelques paramètres anatomiques et biochimiques, la taille, le poids, la glycémie, la tension artérielle, par exemple. On conçoit donc que ce modèle biomédical est facilement compatible avec une standardisation des soins de santé ou avec des dossiers médicaux informatisés. La difficulté du modèle biomédical, c'est qu'il ne peut pas rendre compte de toute une série de phénomènes qui sont pourtant bien décrits. J'en ai cité 3 ici, mais la liste est très très longue. Celui que j'aime particulièrement, c'est le premier, c'est ce constat que l'anatomie dépend des émotions, que l'architecture cérébrale de chacun d'entre nous dépend du contexte affectif dans lequel nous avons été élevés, et que malheureusement, des enfants élevés dans des contextes de privation d'affection ont des connexions neuronales notamment beaucoup plus faibles que des enfants élevés dans des contextes chaleureux. Le stress influence le système cardiovasculaire, c'est quelque chose que nous savons tous, et pourtant, le stress n'est pas pris en considération dans les algorithmes qui permettent de se décider si un médicament hypocholestérolémiant est remboursé ou ne l'est pas. Nous savons, ou nous oublions peut-être trop souvent, mais en fait on le sait, que les représentations et les croyances des patients concernant leur maladie et leur traitement vont influencer les résultats d'un traitement.
Et moi, j'ai renoncé à prescrire à des patients des traitements auxquels ils ne croyaient pas, ça ne marche jamais. Ces différents exemples et d'autres montrent que le modèle biomédical, même si bien sûr il a montré son utilité dans toute une série de domaines de la santé, ne suffit pas pour rendre compte de la complexité de ce qu'est la santé et la maladie. D'où la proposition, notamment par Engel dans les années 70, du modèle biopsychosocial. Et le modèle biopsychosocial, c'est aussi une philosophie de l'homme dans laquelle celui-ci est considéré comme résultant d'interactions complexes et permanentes entre le biologique, le psychologique et le social. Mais c'est aussi, et ça c'est quelque chose auquel moi je tiens énormément, ça reste un modèle scientifique. Ce n'est pas parce qu'on a introduit du psy qu'on devient un truc littéraire et plus ou moins fumeux. Dans le modèle biopsychosocial, on construit des hypothèses cohérentes, testables, falsifiables, comme l'aurait dit Popper. Si le stress influence les pathologies cardiovasculaires, qu'est-ce qu'un programme de réduction du stress va avoir comme effet sur l'incidence d'une récidive d'infarctus, par exemple? Et des études ont montré que c'était très utile. Dans de nombreuses maladies, et certainement dans toutes les pathologies chroniques, le modèle biopsychosocial a prouvé sa supériorité sur le modèle biomédical, supériorité tant en termes d'efficacité clinique que également en termes d'efficience. Quelles sont les implications épistémologiques du modèle biopsychosocial? Il y a l'abandon du dualisme cartésien. Il faut bien insister sur le fait que dans le modèle biopsychosocial, on n'oublie pas le bio, parce que beaucoup pensent que le biopsychosocial, c'est être gentil avec les patients. Non, on n'oublie pas toute la dimension biologique, toutes les modifications physiologiques, physiopathogéniques. Mais clairement, on introduit la subjectivité. Je vous ai parlé du stress. Oui, le stress, ce n'est pas quelque chose qu'on va mesurer avec une machine. Et on a augmenté de manière très importante le nombre de déterminants de la santé. À partir du moment où les paramètres ne sont pas purement biologiques mais également psychosociaux, on a beaucoup plus de paramètres et en plus, ils sont en interaction permanente. Mes pensées, mes émotions vont influencer mon comportement va influencer ma santé, etc. Et donc, on en arrive à une épistémologie de la complexité et de l'incertitude. Et ça, en tant que soignant, en tant que patient, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable de ne pas très bien savoir ce qu'on fait ou de ne pas être certain à 100% de ce que va donner telle ou telle intervention. Mais c'est ça la vie. Et c'est peut-être le prix à payer pour la richesse également du modèle biopsychosocial. Maintenant, quelle est la compatibilité de ce modèle biopsychosocial avec la standardisation, avec l'informatisation? On a une première difficulté, c'est que si le nombre de déterminants de la santé est potentiellement infini, on va avoir du mal à faire rentrer tout ça dans un programme informatique. Et donc il y a cette tension entre exhaustivité et concision qu'il va falloir gérer. L'autre chose, c'est l'introduction de la subjectivité. Prenons l'exemple du stress, de la dépression, de la qualité de vie, des capacités fonctionnelles pour se déplacer par exemple. Comment allons-nous mesurer tout cela ? Certains philosophes nous expliquent que quand on est un défenseur des valeurs subjectives, on a le choix entre soit refuser de quantifier, parce que tous les questionnaires vont toujours trahir ce qu'on veut quantifier, mais alors on s'exclut de la science, soit accepter de quantifier, mais donc accepter d'être réductionniste malgré tout. Qui va évaluer? Est-ce que c'est le patient qui va évaluer sa douleur ou sa dépression? Est-ce que c'est le soignant? Est-ce que c'est son entourage? Comment allons-nous valider cette évaluation d'une ou de plusieurs personnes? Et ça c'est très important quand on travaille en équipe pluridisciplinaire, et je pense que l'avenir va vers de plus en plus de multidisciplinarité, quelle place faisons-nous à des visions complémentaires et parfois contradictoires? Dans notre équipe, il est fréquent de constater que le patient n'a pas du tout dit la même chose à l'infirmière et au médecin, par exemple. Comment allons-nous rendre compte de cela dans un dossier patient informatisé? Et donc nous sommes un peu coincés. Soit on simplifie et alors on se retrouve avec un outil qui n'est pas correct, soit on complexifie mais on arrive avec un outil qui est tellement compliqué qu'il est inutilisable aussi. Comment se sortir de là? Mais peut-être en posant la question autrement. Est-ce qu'on peut éviter la standardisation? La réponse est clairement non. Il y a, je pense, aussi l'influence des pouvoirs publics dans le souhait de contrôler les soins de santé. Il y a l'evidence-based medicine qui est un outil précieux d'aide au diagnostic et à la prescription de traitement, mais c'est un outil parmi d'autres. Il y a toutes les technologies de l'information qui vont renforcer aussi cette tendance à la standardisation. Je prends un exemple qui est la classification ICD-9. Lombalgie, qu'elle soit aiguë ou chronique, c'est le même chiffre. Ce n'est pas du tout les mêmes besoins de patients en termes de soins de santé. Tant qu'on n'a pas un code spécifique
pour la lombalgie chronique, on va continuer à ne pas financer correctement la lombalgie chronique et donc à avoir des systèmes de soins qui vont essayer d'éviter d'avoir à prendre ces patients-là en charge. Et puis, je suis absolument pas adversaire de la standardisation des soins. Je suis convaincue qu'une standardisation bien conduite, bien balisée est certainement utile, mais l'important, c'est effectivement de la baliser et cela suppose que les dossiers informatisés puissent tenir compte du biologique et du psychologique et du social, de la subjectivité des évaluations, de la complémentarité et de la diversité des points de vue et de l'imprévu. Si à l'échelle d'une population, 10 paramètres ont été identifiés comme étant pertinents dans une pathologie particulière, il est très possible que le patient que j'ai en face de moi, en fait, ce qui est pertinent chez lui, c'est un 11e paramètre. Comment est-ce que je vais pouvoir le faire rentrer dans mon dossier si c'est un dossier qui est trop rigide, avec des cases préétablies? Un exemple, à la consultation de la douleur chronique, il y a, je pense, 15 ou 20 ans déjà, le professeur Plaquier a introduit l'idée de mémos, qui sont des petits textes libres que nous rédigeons à l'issue de chaque consultation. C'est un petit résumé très simple des éléments pertinents de la consultation. Voici un exemple d'un mémo qui a été rédigé pour une patiente hospitalisée. C'est le résultat de la discussion multidisciplinaire. Cette dame souffre d'une douleur chronique lombaire et sciatique. Elle a été opérée 3 fois. On a des lésions neurologiques tout à fait documentées. Elle avait des activités très réduites, donc on l'a hospitalisée pour un programme de réactivation physique. Et le kiné me dit, oui, elle participe bien, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la retient, j'ai l'impression qu'elle ne se donne pas à fond. Et là, l'infirmière nous dit, c'est étrange, elle m'a dit que quelqu'un lui avait raconté qu'une des vis de son arthrodèse était mal placée. On est retourné parler avec la patiente, elle nous a dit, oui, j'ai peur de casser cette vis si je bouge trop. On a fait une radio, heureusement la vis était bien placée, on lui a montré le protocole, et la semaine suivante, en kiné, le patient a vraiment senti la différence. Pardon. Oui, le kiné a senti la différence, pardon. Donc voilà, un moyen ici, un exemple très, très concis, très subjectif de rendre compte d'une discussion d'équipe sur une patiente, mais qui nous a permis d'avancer avec celle-ci. Et je pense que c'est vraiment utile en dehors de la consultation de la douleur chronique. Le fait est que nous avons obtenu que ces mémos qui étaient au départ sur FileMaker Pro puissent être transférés sur le dossier médical informatisé de la clinique, ce qui nous permettait d'y avoir accès de partout dans l'hôpital et pas des 3 postes pour lesquels on avait payé la licence FileMaker Pro. Et j'ai eu la surprise et le plaisir de découvrir un mail il y a 2-3 mois disant que l'informatique avait décidé de généraliser ce système et de l'offrir à tous ceux qui le souhaitaient. Donc je pense que ça répond effectivement à un besoin, qu'à côté des cases préformatées, d'avoir aussi de la place pour plus de subjectivité est intéressant pour éviter de nous faire rentrer dans des cases où on doit découper tout ce qui dépasse pour qu'on rentre dedans. Merci.